Bonjour et bienvenue sur Mobility TV pour aujourd'hui un format duo avec une double expertise sur l'impact de l'IA sur le secteur automobile. Évidemment, on parle à peu près tous les jours d'intelligence artificielle pour à peu près tous les secteurs. Il y a évidemment l'intelligence artificielle générative avec ChatGPT qui arrive dans le quotidien de beaucoup de personnes, mais l'intelligence artificielle, ça fait bien longtemps qu'elle est dans le secteur automobile à plein d'endroits et on va justement volontairement prendre ce point de vue global de se dire voilà, où est-ce que l'IA impacte le secteur automobile. Pour en parler, deux invités. Inès Multrier, bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes la cofondatrice de Nelson, donc gestion des flottes, électrification. On verra évidemment que l'IA aussi a un vrai rôle sur ce point-là. Benjamin Robiscoul, bonjour. Oui, bonjour. Merci à vous également d'être là, Capgemini Invent, avec voilà, cette expertise, ce panorama qu'on va faire ensemble sur, encore une fois, volontairement global de se dire IA, secteur automobile, quels sont les impacts auxquels on pense en premier. Je commence avec vous, Benjamin. Justement, quand je vous ai posé cette question, vous vous êtes dit, OK, alors c'est quoi les grands chapitres incontournables si on se dit l'impact de l'IA dans ce secteur que l'on connaît bien? Oui, merci beaucoup. Il y a un champ effectivement qui est très large. C'est ça. Si on prend les grandes étapes de la chaîne de valeur d'un constructeur automobile, pour prendre cet acteur-là, ouais. Il n'est pas le seul qui soit concerné d'ailleurs. Bien sûr. Il y a tout le volet conception, notamment engineering et design. Il y a tout le volet supply, toute la fabrication. Ouais. Et il y a tout un champ nouveau qui est un nouveau champ de valeur tout court pour les constructeurs avec des briques technologiques comme l'IA qui sont extrêmement importantes. C'est tout l'usage jusqu'à la fin de vie en fait, ouais. Des véhicules. Donc, et les constructeurs cherchent précisément à capter de plus en plus de valeur sur l'usage et sur la durée pour circulariser beaucoup plus le commerce automobile qu'il ne l'est historiquement. Et dans ce panorama très large, si encore une fois on reste sur le constructeur, voilà, un Renault, un Stellantis, enfin bon, on peut tous les citer. À quel moment, pour lui, l'IA est en train de faire la différence? Parce qu'on ne va pas non plus repartir 15 ans en arrière. Mais là, en ce moment, en 2024, l'IA, c'est l'apport principal. Il serait sur quelle partie du véhicule, si on veut dire un peu en caricaturant? Oui, alors il y a tout un volet applicatif qui est en passe d'être très visible par le conducteur qui est dans sa voiture. Ouais. Ça concerne d'une part toute la vie à bord, l'infotainment, le fait de permettre de proposer des services en situation de roulage pour inviter le conducteur à aller à tel ou tel endroit, etc. C'est le fait que en fonction de ses préférences, de ses goûts, du temps qu'il peut y passer. Donc, il y a personnalisé, de plus en plus fluide, et puis voilà, de nouveaux types de services. Il y a aussi tout ce qui concerne, je dirais, l'usage, le bon usage du véhicule, l'entretien, mais aussi la consommation, notamment l'électrique et l'accès au réseau de recharge optimisé en fonction d'un trajet et d'un temps de recharge. Et donc il y a tous ces éléments-là. Dans l'entretien, il y a évidemment l'entretien, tout ce qui est entretien prédictif, qui peut être grandement amélioré grâce à l'intelligence artificielle. Et puis, sans doute plus en amont, il y a tout le volet conception qui est très important, avec notamment de grandes optimisations de collaboration entre ingénierie, design, supply et jusqu'à la fabrication, de façon à réduire les temps de développement des véhicules et à gagner en qualité et en pertinence par rapport au match, je dirais, avec les usages ou les nouveaux usages qu'en font les clients et les utilisateurs. C'est un enjeu aussi, effectivement, d'aller vite. On l'a bien compris de la part des constructeurs notamment, mais après, c'est sur toute la chaîne de valeur.
mieux vaut que ça suive et que tout le monde aille vite, donc on le comprend. Justement, vous l'avez évoqué, Benjamin Robiscoul, sur l'électrification des véhicules, des flottes, de nos voitures. L'IA, c'est forcément une porte d'entrée, en tout cas, c'est l'électrique qui va être la porte d'entrée pour justement cette accélération. Sur quel type si on veut être concret, j'ai une voiture électrique, où est-ce qu'il y a de l'IA et où est-ce qu'elle va en quoi elle va m'aider? Voilà, ça va être aussi simple que ça, Inès Meurtrier. Alors la grande nouveauté du véhicule électrique, c'est la recharge. Et en fait, demain, la recharge, c'est pas aussi binaire que juste aller faire son plein. En fait, on peut se charger de plein de façons différentes, à plein de puissances différentes, à des prix également qui varient énormément. Et donc, l'IA va nous aider vraiment à coller au mieux à nos usages, donc à la fois aux habitudes du conducteur et à la fois à la prédiction de, par exemple, les prix de l'électricité qui vont encore plus varier dans les années à venir. Ouais. Les contraintes de savoir quand se charger, est-ce que c'est utile de se charger jusqu'au bout ou pas, selon les trajets. Ça va aussi être de l'analyse de données d'usage qui vont permettre de donner les bons conseils. Exactement, puisque en fait, comme je disais, le prix varie beaucoup et ça va être de plus en plus le cas. Donc en fait, il y a deux notions qui vont être centrales demain. C'est d'une part le smart charging, donc c'est vraiment juste dire quand est-ce que mon véhicule va prendre de l'énergie, et d'autre part le véhicule to grid. Donc ça, c'est encore un pas plus loin. C'est le fait que le véhicule va pouvoir renvoyer de l'électricité au réseau quand celui-ci en aura besoin. Pourquoi est-ce qu'il pourrait en avoir besoin ? Parce que demain, le réseau électrique sera composé de beaucoup plus d'électricité renouvelable. Et les renouvelables, ils ne produisent pas quand on veut. Et donc, si la nuit, il y a un manque de capacité de production, par exemple, les véhicules qui sont branchés toute la nuit au domicile de leur conducteur, peut-être qu'ils pourront renvoyer de l'électricité en cas de vraiment pic de demande et d'absence de production. Et ça pourra évidemment rémunérer l'utilisateur du véhicule qui trouvera ainsi son compte. C'est effectivement des choses qu'on va commencer à voir avec la future Renault 5, par exemple, qui sera, je crois, le premier véhicule sur le marché avec ce véhicule to grid qui est possible. Donc c'est, Benjamin Robiscoul, l'électrique qui permet aussi pas mal de se dire « Ah oui, ok, là je vois que l'IA va m'accélérer tel ou tel service, tel ou tel besoin, telle ou telle option ». Alors, le véhicule électrique, clairement, est un accélérateur important. Il le permet en termes d'usage, comme je l'ai un petit peu expliqué auparavant, ou comme l'a remis en avant Inès. La relation avec le réseau de recharge, de façon bien évidente, mais aussi de façon dynamique. Et là, il peut y avoir une utilisation de l'IA aussi par le constructeur ou le loueur longue durée qui opérationnalise le véhicule et qui peut, dans certains cas, être propriétaire de l'asset qui est mis à disposition du client via des formules de LLD ou d'abonnement. Et auquel cas, préserver la valeur, préserver sa désirabilité, avoir des capacités à repersonnaliser le véhicule pour qu'il y ait plusieurs vies qui soient à la fois profitables et quelque part sustainable et circulaire. Bien sûr. Là, l'IA a une place très importante à y prendre. Il y a plein de momentum dans cette chaîne de valeur. C'est ça. Et ils ne sont pas faisables avec ce type de nouvelles technologies. Donc il y a effectivement des moments cruciaux. Et si on repart un peu, on va dire, dans le cockpit, je suis au volant de ma voiture électrique, ne serait-ce que sur la gestion de l'autonomie. Je vois un chiffre, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Là, typiquement, avec ce que permettra l'intelligence artificielle, j'aurai des conseils en temps réel, on peut le dire comme ça ? Complètement, oui, puisqu'aujourd'hui, en fait, les mesures d'autonomie des véhicules, elles sont données par la norme WLTP. C'est une norme qui est indicative, qui se base sur des tests qui sont effectués dans différentes conditions. Demain, on pourra vraiment évaluer, enfin, je pense qu'on le fait déjà, en fait, mais de façon de plus en plus précise, l'autonomie restante du véhicule pour jamais tomber en rade en fonction des conditions extérieures, du trajet qui est prévu, s'il y a du dénivelé, et accompagner aussi tous ces changements qui sont parfois un frein dans la tête de l'automobiliste. Alors, ok, très bien, je sais que je peux me recharger là, mais en même temps, est-ce que je peux vraiment faire tel type de trajet ? Là, justement, le fait de l'avoir fait plusieurs fois, j'aurai ce côté info en temps réel qui va me rassurer au final. Oui, exactement. C'est l'objectif, Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait dès aujourd'hui avec Nelson. En fait, on analyse l'historique des données des clients pour permettre d'avoir une
une simulation de ce que sera demain le quotidien en véhicule électrique et ainsi rationaliser toutes les prises de décision, l'emploi du temps de recharge du conducteur. En fait, c'est des algorithmes qui nous permettent de faire ça, et ça, c'est dès aujourd'hui. Et ces algorithmes qui nous simplifient la vie, c'est vraiment très inhérent avec le changement apporté par le véhicule électrique, ce changement d'habitude. Il y a la charge, il y a la conduite, il y a pas mal de petites choses autour. Alors, c'est faisable, hein, mais malgré tout, ça permet de simplifier un petit peu ces évolutions. Oui. Il y a une donne, moi, que je rajouterais, et peut-être plus encore particulièrement pour ce qui concerne les flottes d'entreprises. Ouais. Il y a toute la donne économique qui est très importante. Un des freins aujourd'hui, un des obstacles à l'électrification, c'est qu'un véhicule électrique, ça coûte plus cher qu'un véhicule thermique. En affichage TCO, calcul traditionnel, c'est plus cher. Et l'intelligence artificielle peut permettre de modéliser la donne économique de façon différente, en mettant en exergue en fait, le coût de mobilité, combien ma flotte, ou combien ma mobilité professionnelle va me coûter pour livrer mes 1000 colis, au lieu de combien ça me coûte par véhicule de parcourir 100 km. Et ça, c'est une donnée extrêmément importante pour permettre un passage rassurant d'un point de vue économique aussi vers le véhicule électrique. Mais il faut pouvoir suivre ces éléments-là, les modéliser. C'est compliqué, il y a beaucoup de critères à appréhender, et l'intelligence artificielle, évidemment, effectivement. Il y a sa place. Oui, peut-être. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que la mobilité aujourd'hui, elle est de plus en plus complexe, et il y a de plus en plus d'options de mobilité qui existent pour les particuliers comme pour les entreprises. Et en fait, la gestion des données, les algorithmes et l'intelligence artificielle permettent tous ensemble d'absorber cette complexité et de la simplifier pour mieux faire cette transition et pour avoir une mobilité qui soit plus proche de nos usages, de nos besoins, et au coût le plus faible environnementalement et financièrement parlant, bien sûr. Effectivement, c'est assez vite concret. Effectivement, on a volontairement fait un panorama assez large, mais on vient quand même très vite dans le concret, donc tant mieux, c'était exactement l'idée. Et puis l'IA et l'automobile, on n'a pas fini d'en parler évidemment sur ce plateau, donc on sera ravis de vous recevoir très bientôt. Merci à vous, Inès Multrier, merci Benjamin Rodiscool pour Capgemini, et à bientôt sur ce plateau. Mobility TV, merci. Beaucoup. Merci.